C'est exactement ce qu'on se disait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans Ma Grosse Brune, édition 6. Oui, déjà 6. Le temps passe vite. Le temps passe Le vite. confinement, lui, est long. Le confinement, lui, est long. Là, au moins, on a appris aujourd'hui que tranquillement, on pourrait retourner chez les coiffeurs et les coiffeuses. Mais pas à Montréal. Mais pas, même, tu vois, ça, je le savais pas. Imagine-toi. OK, super. Non, Montréal, c'est vraiment... non, on peut rien faire. Enfin bref, toujours est-il que moi, je suis correct. Là. C'est frais fait. oui. Hein? C'est frais fait. C'est fait maison, par exemple. Puis, avant de commencer, je veux prendre 2 secondes pour remercier Luc Lanier, qui m'a donné une grande partie de sa collection de brochures de voitures. Alors, je n'ai sorti 2, Volkswagen Dasher, Plymouth Barracuda 73. Merci, Luc. Je sais que c'est un fidèle auditeur. Il nous suit partout sur les réseaux sociaux. Alors, merci à toi. Puis, tu peux être certain que certaines de ces brochures vont faire l'objet d'une des 10 001 brochures que vous pouvez suivre sur le site du Guide de l'Auto, sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, Auto Joubert également. Alors, la plug est faite. Voilà, c'est réglé. Et je suis pas trop inquiet. Ces brochures-là sont entre bonnes mains. Sont entre bonnes mains, voilà. Je me suis fait faire aussi des petits autocollants hashtag Grosse Brune pour ceux qui veulent suivre les déboires de cette magnifique familiale qui va reprendre la route très bientôt. Là, elle est stationnée dans ma cour, mais là, elle est plaquée, elle est prête pour aller se promener. Hein, Fabrice? Salut à Fabrice Monceau de V8 Passion. Aussi, Grosse Brune, donc on peut vraiment pas la manquer. On peut vraiment pas le battre. De toute façon, ça fait tourner les têtes, cette voiture-là, plus qu'à peu près n'importe quoi. C'est le printemps. Je vois des RS7 passer devant chez moi. J'ai vu une AMG GT 4 portes Noirmont passer ce matin. Il y a des machines incroyables qui se promènent dans le quartier ici autour, mais il n'y a rien qui fait tourner les têtes comme ma Grosse Brune. Pas toujours pour les bonnes raisons, par exemple. Des fois, il y a des visages de dédain, puis ça me fait rire. C'est bien correct. Moi, je vis très, très, très bien avec ça. Hey, on va commencer en parlant de Tesla. Oui, parce que dans les derniers jours, tu as fait une petite vidéo qui a été très populaire et qui a suscité de très nombreuses réactions c'est polarisant, disons ça comme ça. Oui, c'est hallucinant à quel point les gens qui sont vendus à la marque Tesla sont prêts à tuer pour défendre leur point de vue. Puis, bon, pour vous mettre en contexte, comme la vidéo que j'ai fait, salut à Benoît Charette qui nous regarde présentement, qui a sorti sa Porsche Boxster finalement. Il est à temps, mon Ben. Ça va sentir le coup de soleil. Ça va sentir le coup de soleil, puis j'espère que tu as enlevé tes pneus d'hiver sur ta Boxster, mon Ben. Alors, toujours est-il que j'ai fait une petite vidéo sur la Tesla. Alors, je me trouve chez un de mes amis, dans son garage. La voiture d'un client est une Tesla Model 3 de l'année 2019 qui a 49 000 km. Oui, comme dit Fabrice, comme les fans d'Apple, c'est la même chose. Exactement. C'est des disciples, carrément. Oui, exactement. Alors, la voiture est dans le garage, puis mon ami apporte à mon attention que la voiture a un problème de peinture. Problème qui est connu, mais lui, c'est la première fois qu'il voit ça dans son garage. Puis le problème n'est pas compliqué. La peinture sur les bas de caisse, les rocker panels en bon français, ça s'épluche, ça part au vent, puis il n'y a pas besoin d'attendre que la voiture ait 4-5 ans, là. 3, 4, 5 mois, c'est un problème qui est connu, qui est répété. J'ai quelqu'un qui, hier, m'a envoyé sur ma page Facebook les photos de son capot mal ajusté. Toute la peinture autour du capot en avant est en train de partir au vent. Et Tesla ne fait rien, ne daigne même pas répondre aux commentaires. Parce que c'est des problèmes qui sont surtout propres au Québec, parce que l'hiver est... Ah, il y a Benoît qui nous dit qu'il n'y a pas encore de coup de soleil. Ah, il n'y a pas encore de coup de soleil. C'est juste parce qu'il n'a pas baissé son toit. Oui, ça s'en vient. Mais c'est des problèmes qui sont surtout répertoriés au Québec en raison de l'hiver. Mais le problème, c'est que Tesla vend des véhicules au Québec, donc il va falloir s'adapter d'une manière ou d'une autre. Bien, en fait, on l'a fait. On l'a fait, Tesla, mais... On vend des garde-boue. Ridicule. Alors, la réponse de Tesla pour régler le problème de peinture, c'est pas de changer le procédé de peinture qui, entre vous et moi, vaut pas de la merde, là. Oui. C'est d'ajouter des garde-boue. OK? D'ajouter des garde-boue afin de protéger le bas de caisse qui est vulnérable. Mais on s'entend-tu que tu ne règles pas le problème de peinture? Non, pas du tout. Tu camoufles quelque chose et en plus, ces garde-boue-là, me dit-on,
sont super mal faits parce qu'ils accumulent la gadoue, la gravelle, tout ce que tu voudras. Évidemment, ça a été testé en Californie où ça n'existe pas, donc ça paraissait pas. Mais ici, chez nous, ben ça règle pas le problème. Si ça se trouve, ça va l'empirer. Alors, ça n'a aucun bon sens. Là, on fait juste installer des garde-boue. Qu'on vous charge d'ailleurs. Oui, et on sait que le service à la clientèle de chez Tesla, c'est pas ce qui a meilleure réputation en ville non plus. Non, c'est effrayant. Et on en avait déjà discuté sur une autre tribune, toi et moi. Les gens qui sont propriétaires d'une Tesla, qui ont payé à gros prix leur voiture, des fois sont un peu gênés de crier haut et fort qu'ils ont des problèmes avec la voiture qu'ils aimaient tant finalement. Mais, il y en a un qui dit, ils vont-tu créer un garde-boue pour le capot? Non, pas encore. Prochaine étape. C'est ça, exactement. Mais, cela dit, une pellicule, elle, transparente, là, comme 3M, par exemple. Ou, en fait, ce que Protex propose ici au Québec, là, ça vient régler le problème. Mais je veux dire, pourquoi il faudrait que tu dépenses 3 000 $ ou 1 500 $ si tu veux juste faire la partie avant, bref, pour protéger une voiture de 60, 70, 80 000 $ que tu viens d'acheter. Je veux dire, on a tapé sur la tête de Ford, de Mazda à outrance parce qu'on a mentionné pendant des années que la peinture épluche. C'est le cas des Escape de précédentes générations, des Focus, etc. On l'a vu aussi sur des Mazda très, très, très souvent. Mais ça survenait 4-5 ans après. 3, 4, 5 ans après. Pas quelques mois. Pas quelques mois après. Puis en plus, quand Mazda et Ford voient ce genre de choses-là, on se pose pas de questions, on répare. Oui. Alors que là, Tesla, la réponse, c'est écoutez, c'est pas de notre faute si on met des abrasifs sur les routes du Québec, vous devez composer avec le problème. Ça n'a aucun bon sens. La réalité, c'est que tous les constructeurs eux s'adaptent, eux se sont adaptés et eux composent avec cette situation-là. C'est pas aux automobilistes de s'adapter aux conditions climatiques. Non, puis t'as deux ou trois types d'acheteurs chez Tesla. T'as le vendu, t'as celui qui est dévoué à la marque, t'as celui pour qui c'est ça ou rien d'autre. Ouais. Il y en a déjà eu une, deux ou trois. Tu as l'amateur de voitures électriques qui, lui, a peut-être une ouverture d'esprit plus grande sur la majorité des véhicules électriques qui existent. Et tu as la personne qui a peut-être décidé de faire le choix de passer au vert. Qui a compté là, les subventions, qui a fait ses calculs avec beaucoup de kilomètres. Peut-être que cette personne-là avait une Camry ou une Corolla ou qu'importe avant. Était probablement très bonne encore. C'est ça, exactement. Puis là, on décide de faire le passage au vert en faisant un calcul mathématique puis en se disant, ça va me coûter peut-être un peu plus cher de rouler en Tesla, mais en bout de ligne, je vais faire un geste pour l'environnement, puis bon. Et là, on se retrouve avec un service après-vente dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a rien à faire, on se fout du client complètement. Il n'y en a pas de retour quand tu poses une question là-bas. Puis ça, c'est sans compter le fait que le coût des pièces est astronomique. Ouais. Puis bon, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la Tesla qui était dans le garage en question, 49 000 km pour un 2019, elle a quand même roulé, là, mais les panneaux de porte ajustés tout croche. Là. Et ça se voyait même en vidéo. Comme si c'était une Lada, là, littéralement. Et les pentures de porte, les mécanismes de penture de porte à remplacer. Fini. Tu ouvres ça, toc, toc, toc. Mais, je veux dire, c'est inconcevable sur un véhicule flambant neuf comme ça. Ça se peut pas. Et moi, je me suis fait mitrailler sur les réseaux sociaux par des défenseurs de la marque qui disaient... puis je veux dire, j'enlève rien à Tesla. On a révolutionné l'industrie automobile. On est arrivé avec une solution qui a fait réagir l'ensemble des constructeurs automobiles. On a une voiture qui, sur le plan technologique, est exceptionnelle. Mais ce que j'accepte pas... Et même sur le plan là, de l'achat, par exemple, là, parce que c'est Tesla qui est arrivé avec l'achat en ligne, finalement, puis aujourd'hui, on se dit, c'était peut-être une bonne idée, finalement. Oui, sauf qu'on a contourné un peu les lois en le faisant, puis on est revenu à la charge, puis là, on correct. Ce que j'aime pas, par contre, de Tesla et du site de Tesla, c'est qu'on te fait miroiter des économies d'énergie qui sont
démesurément trop exagéré. Là, ça n'a aucun bon sens. Que le consommateur serait mieux de calculer lui-même. Oui. Vous allez voir que les économies qui sont calculées sur le site de Tesla quand tu t'en vas sur le configurateur virtuel pour bâtir ta propre voiture, c'est du gros n'importe quoi. Salut Mathieu Saint-Pierre qui nous regarde. J'espère que ta Volkswagen se porte bien. Parce que Mathieu, qui est avec nous... c'est Volkswagen, en fait. Oui, c'est Volkswagen. Bon, j'ai essayé d'y acheter des pièces, puis il n'a rien voulu savoir. Qu'est-ce que tu veux? Le gars, il garde son vieux stock, puis il ne l'utilise pas. Ça arrive. Mais toujours est-il que Tesla, c'est ça, le prix des pièces est astronomique. Oui. Va varier en fonction de la demande en plus, parce que tu peux appeler une semaine, puis appeler la semaine d'après, puis c'est pas le même prix. Et on ne fait pas face aux conséquences. Même si on a une voiture qui est révolutionnaire sur le plan technique, qui a fait avancer bien des choses, qui est différente de tout ce qui existe, c'est pas une voiture parfaite. Absolument Ça n'existe pas une voiture parfaite. On a des lacunes de conception et malheureusement, on les corrige à peu près pas. En bon français, on se fout un peu du Québec parce que les conséquences du Québec seulement, bon. Et en même temps, on vend beaucoup de véhicules au Québec. En même temps, on s'en fout pas tant que ça parce qu'on a développé une version pour le Québec en fonction des crédits gouvernementaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que si la Tesla est éligible aux crédits gouvernementaux, c'est parce que Tesla a accepté de réduire l'autonomie de la version de base pour ramener le prix à un niveau plus bas. Puis ensuite, offrir l'update, là. Bonne chance pour en acheter une, là, la version de base. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Quoique Tesla, au niveau de la disponibilité de ses voitures, c'est pas mal mieux que le duo coréen, là. Bonne chance si vous voulez avoir un Kona, une Niro, là, ça. C'est Chevrolet et Tesla, Nissan un peu, qui réussit à avoir un inventaire un tant soit peu acceptable pour ce qui est de la voiture électrique. Les Coréens, c'est encore difficile. Mais la Soul, c'est pas si mal. La Soul électrique, on en a un petit peu. Mais du Kona, c'est difficile. Puis du Niro, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'ai le feeling que le Niro, ça durera pas super longtemps. Ben honnêtement, là, je pense pas qu'on va mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Alors, je voulais revenir sur le petit vidéo que j'ai fait, que vous allez pouvoir voir sur ma page Facebook, sur le site du Guide de l'Auto aussi. Parce que ça me fait capoter de voir à quel point les amateurs de Tesla ont des œillères. Certains des amateurs de Tesla. Je veux dire, moi, je ne regarde pas cette voiture-là comme un sujet à abattre. Je regarde cette voiture-là comme n'importe quel autre produit avec ses qualités et ses défauts. On l'avait placée première dans le match comparatif des voitures électriques dans le Guide de l'Auto l'année passée. Il y a des raisons pour ça. Maintenant, est-ce que j'achèterais une Tesla? Jamais dans 100 ans, parce que jamais j'accepterais de composer avec un service après-vente, une compagnie aussi indépendante et aussi irrespectueuse de sa clientèle. Et ça, va falloir que ça change. Et les gens vont devoir comprendre aussi que si tu avais eu, je sais pas moi, une Chevrolet Cruze et que c'était un problème qui était connu sur ce modèle-là, et un problème de peinture, problème d'assemblage, eh bien, tu aurais décrié la situation tout autant. C'est pas parce que c'est une Tesla qu'on le mentionne plus fort, c'est juste parce que ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis, tu sais, Tesla est la seule marque, si je ne m'abuse, qui ne fait pas partie de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Tu peux pas nécessairement composer avec un concessionnaire Tesla comme tu le fais avec n'importe quel autre. C'est plus compliqué au niveau du PAVAC. Parce que moi, je m'excuse, là, mais si je m'achète une voiture flambant neuve à 70 000 puis je vois la peinture partir au vent demain matin, j'en veux plus. Repeinture-moi la pas, là, cette voiture-là. Là. Je veux pas une voiture repeinte. J'ai acheté une voiture neuve. Fait que j'en veux pas d'une voiture repeinte, là. Et en plus, on le fait même pas. On te dit arrange-toi avec tes troubles ou t'aurais dû ou on va te donner des garde-boue. Hey, ça, en tout cas, c'est ça qui n'a pas d'allure. Alors, c'est pas la qualité du produit en termes de technologie, en termes de comportement, en termes de tout ce que ça apporte au niveau avancé technologique sur le marché de l'automobile en général. C'est juste le service à la clientèle et faire face à ces problèmes. Et j'ajouterais à ça qu'il y en a d'autres constructeurs qui ne font pas face à leurs problèmes et je ne me gêne pas pour leur taper dessus aussi. C'est le cas de Honda avec le moteur 1.5 turbo. Ouais. À mon avis, ce moteur-là, prenez-le, foutez ça aux poubelles puis recommencez. Parce qu'on ne passera jamais à travers.
Je veux dire, c'est un mauvais choix mécanique. Honda s'est planté avec ça. On l'a retiré dans plusieurs des versions de la Civic. On est encore pris avec dans le CR-V. J'ai hâte de voir pour la prochaine génération. Mais c'est une mécanique qui ne fonctionne pas, qui a un rendement correct, mais ça ne monte pas en température. Le problème d'essence dans l'huile n'est pas totalement réglé. On n'a jamais réussi à prouver que c'était réglé, merci, bonsoir. Puis, tu sais, on a eu des problèmes. Continue d'être des cobayes, là. On a des problèmes chez Honda au niveau des suspensions avec la Civic SI, avec la ILX, avec la TLX, avec le RDX d'ancienne génération. C'est des plaintes qui viennent juste du nord ici. Parce que oui, on a un climat différent, celui du reste de puis bref, on a vraiment le problème. Fait que ça aussi, je considère que c'est de l'arrogance de la part d'un constructeur automobile. Tu sais, enfin bref, Tesla n'est pas les seuls, mais quand je vois un truc de même... Si on avait vu une peinture décollée sur un Ford Explorer 2020, là, 2019, là, vous diriez quoi demain matin? On aurait fait la même chose. Ça n'a aucun sens. Mais là, parce que c'est une Tesla... Notre travail aurait été le même et ces gens-là auraient été contents, même en revanche, de bâcher comme il faut. Bien sûr. Mais parce que c'est une Tesla, il faudrait se taire, puis je suis désolé, je le fais pas. Et il y en a qui m'ont dit, on sait bien, Tesla, vous ne payez pas des voyages dans le sud, vous autres, automobiles. Bon, premièrement, des voyages dans le sud, on n'en fait pas, là. De ce temps-là. Non, mais ça change rien au fait que c'est pas parce qu'on n'a pas de relation publique avec un constructeur automobile qu'on peut pas critiquer le produit. On parle d'un produit, là. Et on parle d'une entreprise aussi. Je veux dire, j'ai voyagé combien de fois avec Chrysler, avec GM, avec Mercedes, ça ne m'a pas empêché de les critiquer. Ça n'empêche pas de relever les défauts d'un véhicule ou d'une marque, là, il n'y a pas de problème. C'est ça. Fait que c'est pour ça que tu es le seul avec Benoît Charest qui reste crédible et écoutable. Enfin bref, merci, c'est gentil. Vous auriez pu nommer Germain aussi, il est en arrière. C'est vrai qu'il essaye de faire comme moi. Regardez ses lunettes, regardez son chandail. C'est pas vrai pour le chandail. puis il s'est acheté une brune aussi, juste un peu plus petite, juste un peu plus moderne. Un peu plus pâle. En fait, si on calcule l'écart d'âge de ta brune et de ma brune et notre écart d'âge, on est pas mal à la même place. À peu près pareil. Il y a Mathieu Saint-Pierre qui dit bof. Mathieu Saint-Pierre est un chroniqueur automobile aussi. Je l'adore. Fait que, ben voilà pour Tesla. Là, on va parler de Toyota. Parce que Toyota, la stratégie, belle nouvelle de la part de Toyota qui amène une nouvelle fourgonnette, une nouvelle génération de la Sienna. On se demandait si ça allait arriver un jour. Mais oui, puis on le fait pas à moitié, là. Oui, parce que, bon, l'ancienne Sienna, ça commençait à dater. Et, 2009. Oui, c'est ça. Donc, ça commençait pas mal à dater. Et, je m'ouvre une petite bière. Oui, vas-y. Et, c'est plus une bouteille de Perrier, en fait. Voilà. Et c'est ça. Donc, la Sienna était due pour du changement. Avec toute la situation de la COVID, on n'osait pas aller de l'avant. Est-ce que c'est une mini-fourgonnette qui aurait dû être dévoilée à New York, par exemple? C'est très probable. Mais tout ça pour dire qu'on arrive avec une nouvelle génération complètement de la mini-fourgonnette qui ressemble là, à l'ancienne Sienna. Là, franchement, ça se ressemble beaucoup. Mais la grande nouveauté, c'est qu'elle est hybride. Elle a une très grande bouche aussi. Oui, aussi. Ça, disons qu'esthétiquement, ouais. Une grille de Peterbilt sur une Sienna, c'est un peu curieux. Mais ça, c'est toujours une question de goût. Ça rappelle la blague de la grenouille à la grande bouche. Oui, c'est ça. Merci, Germain, de la ramener. Mais ce qui est comique là-dedans, c'est que oui, on revient avec une formule complètement différente. Donc, 4 cylindres seulement, plus de V6, 3500 livres de capacité de remorquage même. Ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on garde cette capacité de remorquage. Puis on offre l'option du rouage intégral avec une hybridation qui, elle, est de série de toute façon. Fait que là, on relance le marché de la fourgonnette avec une double stratégie qui va venir rivaliser, qui va venir peut-être même clouer le bec à Chrysler. Parce que Chrysler... l'offre est différente parce qu'on va devoir choisir entre l'hybride et le 4 roues motrices qui s'en vient. Là. 4 roues motrices qui arrive prochainement. Puis là, c'est intéressant parce qu'on sait que Chrysler, avec sa fourgonnette Grand Caravane, la production de la Grand Caravane devait se terminer début mai.
Évidemment, elle a été terminée avant. Elle a été cessée momentanément à partir du 18 mars. Oui. Et elle est repartie avant-hier, la production. Pour quelques semaines encore. Après ça, on va définitivement fermer boutique. Et c'est la Chrysler Voyageur qui sera une Pacifica de base qui va devenir le modèle d'entrée de gamme sans rouage intégral. Mais on va pouvoir obtenir une Pacifica avec rouage intégral ou une Pacifica plug-in hybrid. Et mon petit doigt me dit que la Sienna hybride avec rouage intégral qui va probablement fonctionner comme celui d'un rouage intégral de la Prius, par exemple, ça risque d'être particulièrement intéressant au niveau des familles qui veulent évidemment avoir une consommation d'essence réduite, là. Et contrairement à certains modèles, on n'aura pas besoin d'aller pour une version haut de gamme pour avoir le rouage intégral parce qu'il va être offert sur chacune des versions, même la plus de base. Donc, ça va vraiment être à la discrétion du consommateur de choisir 2 ou 4 roues motrices, mais l'hybride, ça va être pour tout le monde. Le seul point où Chrysler continue de rester en avant, c'est que la Pacifica hybride, elle n'est pas seulement hybride, elle est hybride rechargeable, ce qui ne sera pas le cas a priori de la Sienna, parce qu'on a la technologie chez Toyota. Donc, qu'est-ce qui nous dit que l'année prochaine ou l'autre année d'après, on n'arrivera pas avec une Sienna qui serait une Sienna Prime, hein, par exemple? Bien, en fait, c'est parce que la consommation d'essence de la Sienna risque de ressembler à celle d'une Pacifica, probablement. Mais ce qu'il faut surtout... On a annoncé autour de 7 litres au 100, ce qui est miraculeux. Oui, ce qui est miraculeux. Le problème... De ce volume-là. Là. Le problème, c'est que tu n'es pas éligible aux crédits gouvernementaux comme tu l'es avec la Chrysler, où tu as 8 000 de rabais pour l'instant. Ça pourrait changer. Il y en a un qui dit que tu parles pas assez fort. Parle plus fort. Je suis un peu loin, mais je pourrais... Hein? Quoi? Non, mais Germain, la semaine prochaine, tu vas probablement pouvoir t'asseoir dans la banquette du milieu. Ça, c'est une excellente Ça va être pas pire, ça. Donc, vous allez l'entendre d'un peu plus proche. Il y a quelqu'un qui dit une Sienna Prime, ça devrait arriver. Voilà, ça, c'est la prochaine étape. C'est encore de la spéculation, mais ce serait... la logique est là. Tiens, et en attendant... On l'a fait avec la Prius, on le fait avec le RAV4 en ce moment. Pourquoi on ne le ferait pas avec la Sienna? C'est une bonne question. Probablement juste avec la Yaris que ça n'arrivera pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de Toyota là-dedans. Non. Et rendu là, l'économie de carburant, c'est ça. C'est des dixièmes de litres. Là. C'est ça. Maintenant, il faut aussi mentionner que la mécanique de la Sienna de nouvelle génération va aussi se retrouver dans un utilitaire intermédiaire à 5 passagers. Oui. Donc, c'est le Venza qui fait un retour, mais cette fois, c'est un peu moins format multisegment, c'est un peu plus utilitaire. Oui. On vise le Ford Edge, on vise le Murano carrément. Là. Et justement, c'est une approche qui est totalement différente, mais on revient quand même avec le vieux nom Venza. Donc, ça va être encore une fois... Toutes les versions du Venza vont être... On dit le ou la Venza, hein, c'est pas clair. Toutes les versions de la... C'est un véhicule transgenre. c'est très 2020. Donc, chaque Venza va être hybride. Donc, encore là, et rouage intégral offert de série. Dans un format de VUS à 5 passagers, je vois pas comment ça pourrait ne pas se vendre, même si dans le segment, il y a le Blazer qui, lui, tire de la patte, même s'il est nouveau. Mais, je veux dire, à l'échelle nord-américaine, il s'en vend quand même un peu. Une question intéressante ici, Vladimir, il dit pourquoi on avait abandonné la Venza. C'est pas compliqué, ça se vendait pas. Voilà. Elle se vendait au Québec. C'était très volé comme véhicule au Québec et acheminé outre-mer en Afrique dans des containers. C'était un véhicule qui était bien populaire ici. Comme beaucoup de VUS Toyota, là, les 4Runner et même les camionnettes Toyota sont très volées, très prisées par les voleurs. Mais les ventes de la Venza à l'échelle nord-américaine, ça fonctionnait pas. Aux États-Unis, on voyait ça comme une Camry familiale, ce que c'était en réalité. Absolument. Puis on n'aimait pas cette formule-là. Il faut dire que tous ceux qui ont essayé dans cette formule-là pensaient à la première Chrysler Pacifica. Oui. Tout ce qui était multi-segment... Très, très, très bien vieilli, hein, la première. Non, c'est incroyable. Je veux dire, ce genre de véhicule-là n'a pas fonctionné. Et la ligne est mince entre ça et un Ford Edge, tu vas me dire, mais elle est quand même là et c'est ce qui fait la différence entre du succès et du non-succès. Puis c'est pour ça que Toyota revient avec un Venza qui a de l'air beaucoup plus d'un camion et je suis content de dire qu'il y a une belle gueule.
On aurait pu facilement faire quelque chose d'exagéré. Oui, on lui a pas donné la sauce CHR, ce qui est une excellente idée. Oui, ou la sauce Lexus, qui est encore plus une excellente idée. Mais enfin, bref. Alors là, Venza va revenir. Sienna, nouvelle génération. On attend également un Tundra d'ici un an et demi. Parce que ça aussi, ça commence à être vieux pas mal et voilà. Mais tu sais la raison pour laquelle on l'a conservé aussi longtemps? Vas-y. Chez Toyota, on roule à pleine capacité. L'usine ne peut pas fournir davantage. Ça serait trop coûteux de fabriquer une deuxième usine et moins payant pour vendre des Tundra. Et c'est encore la camionnette aux États-Unis qui a la meilleure valeur de revente et la meilleure satisfaction à la clientèle sur du long terme. Donc, on contrôle l'offre. Autrement dit, on vend tout ce qu'on est capable de produire. Le camion, il est extrêmement payant. Les clients en sont satisfaits. Pourquoi est-ce qu'on aurait risqué trop tôt de doubler la capacité de production ou de l'augmenter pour faire moins d'argent et pour peut-être baisser la qualité du produit? Parce que plus tu en fabriques, bon, il y a un jeu là. Alors, la raison, elle est comme ça. C'est pour ça aussi qu'on a conservé le Sequoia comme ça aussi longtemps. Je veux dire, on en fabrique une petite quantité, ça sort au prix de détail. Tu n'as même pas besoin d'en tenir en inventaire. Le client qui veut acheter ça, il rentre, il l'achète au prix de détail. Oui. Il n'y a pas 5 sous qui est dépensé en promotion annuellement pour vendre ces véhicules-là. Ça, c'est vrai. Il faut considérer aussi que de la publicité, ça coûte cher. Et on n'en fait pas pour ces véhicules-là. Et on en vend 5, 6, 800 par année au Canada. Ça me dit que c'est pas beaucoup. Mais à chaque fois qu'on en vend un, on fait 20 000 voilà. Fait que il est assez payant. Puis il n'y a pas besoin de te dire que les infras sont payés pour ce camion-là non plus. Il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, Hey, une grosse semaine pour Toyota. Je suis surpris de voir le Venza revenir. Même s'il y avait des rumeurs à cet effet-là, mais j'aurais pensé qu'on aurait rafraîchi ou renouvelé le CHR, pour vrai, en restant dans les VUS. Ben ça, c'est probablement la prochaine étape. On se cassera pas la tête avec le CHR. Je pense que Toyota a compris très rapidement. Puis je vais répondre à la question de David Bouchard après. Mais parce qu'il faut rester présent quand même dans les VUS sous compact. Oui, mais Toyota ne mettra pas d'énergie sur le CHR. On développe un nouveau véhicule qui va être destiné au marché nord-américain. Oui. Le CHR est vendu à l'international. Il connaît beaucoup de succès en Europe dans sa version hybride qu'on n'a même pas ici. Ça l'aiderait peut-être. Ça l'aiderait peut-être, mais on n'est pas capable de l'amener. Le contexte a fait que ça devait être un véhicule de marque Sion. Ça n'avait pas été développé, marketé pour ça. Donc là, on étire le CHR en attendant que l'autre arrive. Puis une fois que ça va arriver, je peux te dire que le CHR va partir. Un peu comme on a fait avec le Qashqai versus le Juke. Oui. C'est exactement ce principe-là. Puis là, je veux revenir à la question. J'ai échappé la question, pardon, j'essaie de la retrouver. Ça fait dur, mon affaire. Qui m'avait posé une question? David Bouchard. Voilà, c'est ça. C'est un peu bizarre comme affaire. Pourquoi GM... Je veux bien t'aider, mais en arrière, c'est pas mal difficile. Non, c'est dur. En fait, la question, c'était pourquoi GM abandonne toutes ses berlines mais garde la Spark? Oui. C'est pas difficile, c'est que le cycle de vie de la voiture n'est pas terminé. Vous pouvez être certain qu'on ne la renouvellera pas. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. C'est pas une voiture payante pour GM. Ici, ça connaît un peu de succès. À l'échelle nord-américaine, pas pantoute. Puis je veux dire, comme Chevrolet est parti de plusieurs pays d'Europe. C'est une voiture qui est assemblée en Corée. Donc, les coûts d'assemblage, eux, ne sont pas élevés. Mais après ça, c'est l'importation qui, elle, est coûteuse. Puis il n'y a pas de volume de vente. Donc, il n'y a pas de volume, mais tu sais... C'est pas intéressant. Puis Chevrolet a conservé la Malibu et fort probablement qu'on ne la renouvellera pas, elle non plus. Et c'est pas une mauvaise voiture. La Malibu, pour moi, c'est un très bon produit. On le prend avec un 2 litres turbo. C'est une bonne machine, elle honnêtement. Elle n'a jamais été si bonne, en fait. C'est ça. Elle n'a jamais été si bien assemblée, si spacieuse, si toute, finalement. Mais les gens ont délaissé le marché, tout simplement. Voilà. Il y a Samy, Seltos, t'en penses quoi? Tu l'as conduit, toi, le Seltos? Non, pas encore. Pas toi, OK. Je ne l'ai pas conduit, moi, le Seltos, OK? Non. Mais je connais ses bases, je connais ses racines. C'est un Kona avec une autre carrosserie et un peu plus d'espace. J'en pense que ça va connaître un succès fou.
On va se battre aux portes pour acheter ça. Ça va être la nouvelle coqueluche de Kia et ça va probablement être la raison pour laquelle on va tuer à petit feu la Rio et peut-être même la Forte, parce que c'est ce véhicule-là qui va prendre le dessus sur tout ce qu'il y a de compact chez Kia. Là. Les premiers exemplaires sont déjà arrivés, puis on en voit sur les routes. On déjà vu sur la route. Voilà. Je peux pas dire que le design me plaît particulièrement, c'est correct. Là. C'est un look utilitaire à un véhicule qui ne l'est pas finalement. Fait que je suis pas toujours fan de ça. Il y a David qui dit comme la Dodge Dart, les pièces coûtent une fortune. Ouais, la Dart, parce que c'est pas une Dodge. C'est une Alfa Romeo. Il faut savoir que les bases de la Dodge Dart proviennent de l'Alfa Romeo Giulietta, si je me trompe pas. C'est ça? Giulietta. Puis, ben oui, on vendait ça plus cher qu'une Chrysler 200. Fait que pas besoin de te dire que ça s'est pas vendu. Un autre grand coup de Chrysler. Oui, puis c'était pas méchant, mais je veux dire, versus une Civic, on n'était pas dedans, là, mais pas du tout. Hey, on va parler de Acura qui a confirmé, on le savait, là, mais qui a confirmé l'arrivée d'une TLX Type S à moteur turbo-compressé V6 3 litres. Alors ça va... Exactement. Donc, nous, on s'attendait à ce que ce soit le moteur 2 litres. Ben ça va être le cas. Pour la version régulière, ça va être le cas. Donc, la mécanique du RDX. Oui, exactement. Mais pour la version sportive, la version Type S, puis on se rappelle que la marque Type S, c'est bien reconnu quand même chez Acura. Et ça avait été apposé à plusieurs versions sportives, là, la CL, là, entre autres, au milieu des années 2000. Et là, on arrive, c'est ça, avec un nouveau moteur de 3 litres turbo. On n'a pas annoncé la puissance, là? Non, aucune donnée. Et c'est encore juste là, des photos masquées. Il y a Gilles Lavoie, je m'excuse, je te coupe, mais je la trouve très drôle. Il y a Gilles Lavoie qui nous dit « Bravo à vous deux, j'ai acheté une Hyundai Electra. » Ah! Comme la Buick. Oui, c'est une Hyundai Electra 225. Oui, hein, voilà, ça se peut-tu? Voilà. Alors, c'est probablement une Elantra 2018. Puis il dit que c'est une déception totale. C'est pas une mauvaise voiture, c'est pas une vilaine voiture, cette berline-là, mais la nouvelle génération est drôlement mieux. Oui. J'ai pas le choix d'admettre. En 2018, c'était... Non, 2018, c'est la nouvelle génération. Ben, parce qu'on vient de dévoiler, là, il y a quelques semaines, la nouvelle génération. Alors, c'est ça. Non, 2018, c'est vraiment pas une méchante voiture. C'est la génération actuelle. Donc, tout dépend des attentes qu'on a. Oui, la nouvelle génération, ça va frapper, ça. Le look est complètement différent. Totalement. Ça aussi, ça va être particulier. On ose enfin avec le design de l'Elantra parce que jusqu'à présent, c'était assez plate, mais là, c'est punché enfin. Oui, fait que TLX, ça va être assez intéressant de voir ça. Et on ne l'a pas vu encore. Là, bon, là, on a lancé un teaser. Officiellement, on va la dévoiler au grand public le 28. Les concessionnaires vont recevoir de l'information beaucoup plus poussée à compter du 26. Alors, si vous êtes vraiment curieux, vous allez demander des questions à votre concessionnaire à partir du 26. On va être capable de vous répondre sur tout. Mais le dévoilement officiel se fait le 28 en ligne, évidemment. Sur le site du Guide de l'Auto, vous aurez beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et en attendant, regardez-lui les fesses, parce que c'est la seule image qu'on a en noir et blanc ou à peu près, avec des lumières. Moi, j'avais vu des esquisses de cette auto-là il y a plusieurs mois. Ça fait un petit peu... C'est plus racé. Il y a des petits traits de Jaguar que je détestais pas dedans, mais je n'ai pas vu la version la plus élaborée. Est-ce que J'espère juste qu'on fera pas de la Type S une Civic Type R, là. Comprends-tu? D'aller si violent. Non, faudrait pas, là. Faudrait pas. Ça serait une bonne idée. Puis, je me demande aussi quelle est la part de marché pour une berline comme ça. Ça va être un grand coup pour Acura. Mais qui va acheter ça? C'est moins Aux États-Unis, ça risque de connaître pas mal de succès. C'est sûr que chez nous, le RDX va demeurer super important. On va mettre beaucoup d'emphase aussi sur le futur MDX qui va arriver d'ici probablement 18 mois. C'est deux véhicules forts pour Acura. Mais la TLX demeure, alors qu'on a annoncé le retrait de la RLX. Oui. Et ça me fait rire parce que ça confirme l'abandon d'une catégorie complète chez les Japonais. Il n'existe plus de Q70 chez Infiniti. Et il y a une semaine ou deux, Lexus s'est avec la GS. Avec la GS pour ne garder que la ES. Donc, c'est de valeur parce que c'était
tous de bons véhicules. Oui, c'est ça. Il y a Stéphane qui nous demande ce que je pense de la nouvelle Sentra. Ouais. Honnêtement, là, Je ne l'ai pas conduite. moi, je l'ai conduite, cette voiture-là. La seule erreur qu'on a fait, c'est... Bon, on offre une boîte manuelle au Canada, on ne l'offre pas aux États-Unis, Ouais. mais on offre une boîte manuelle au Canada sur un modèle de base qui n'a pas d'Apple CarPlay, de siège chauffant. Autrement dit, personne ne va choisir cette version-là. C'est totalement Il inintéressant. va falloir revoir cette stratégie-là, parce que si on veut vendre des manuels, à mon avis, on devrait l'offrir dans une version SR à saveur sportive. Pas la plus équipée, mais au moins pas dans un modèle de base qui te prive d'éléments que les gens veulent avoir aujourd'hui. Cela dit, la majorité, la très, très grande majorité vont choisir la boîte CVT qui, j'espère, va être corrigée. Hein? Oui, parce que ça qu'on avait a connu eu des problèmes avec par ça. le passé. Ça va très bien. Beaucoup plus groundé, direction plus intéressante. La voiture m'a semblé beaucoup plus solide. La finition est plus sérieuse. Elle a une belle gueule. Ça n'a pas l'air d'une voiture de parents pauvres, comme c'était le cas avec l'ancienne génération. Moi, c'est une voiture que je considérerais dans ce segment-là sérieusement. J'ai trouvé que l'ergonomie était géniale. Le rapport équipement-prix est super compétitif. Puis la boîte CVT ne m'a pas agacé comme c'était le cas sur les modèles d'ancienne génération. Est-ce que j'aurais préféré une authentique automatique? Oui. Oui, ça c'est vrai pour tout le monde. Voilà. Mais c'est une bagnole qui est assez intéressante, assez pour aller la voir. Le prix est très compétitif. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Je pense que Nissan a visé dans le mille avec ça. Puis on nous a habitués chez Nissan à être compétitif avec le prix. Bon, le Rogue est en fin de carrière, là, mais dans le segment des VUS compacts, ça reste très compétitif. Sauf que là, la voiture n'a rien. Il n'y a pas de pénalité avec la Sentra par rapport à des rivales comme la Corolla, la Civic, etc. Je veux dire, la voiture, elle est compétitive. Oui. C'était pas le cas dans le passé. Mais elle n'a pas d'éléments qui lui permettent de se démarquer non plus. On pense à la Corolla avec la version hybride ou à la Mazda 3 Non. qui vient avec un système à 4 roues motrices. Chez Nissan, on vous offre une berline compacte. Puis, il n'y a pas de. C'est ça. Il puis c'est tout. Il n'y a pas de choix de moteur, il n'y a pas de version de performance, il n'y a pas d'hybridation, il n'y a pas de rouage intégral. On est chanceux d'avoir la manuelle parce qu'aux États-Unis, ils ne l'ont même pas. Et c'est une voiture qui est vendue de façon mondiale. On la vend au Japon sous le nom de Nissan Sylphy. Oui. On va la vendre dans des pays d'Afrique. On va la vendre en Amérique du Sud. Évidemment qu'elle est fabriquée toujours au Mexique, cette voiture-là. Mais je pense qu'on va connaître un bon succès avec ça, surtout au Québec. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont réaliser que la dimension de cette auto-là est tellement rendue généreuse que la ligne entre ça et une intermédiaire, Seigneur, c'est limite. C'est limite, là. Et la Sentra a toujours été généreuse en coffre. Ouais. Et c'est encore le cas. Là. Comme je disais, je ne l'ai pas conduite, mais je l'ai vue. Je me suis assis dedans. Le coffre demeure énorme. Pour une famille avec 2 enfants, c'est pas vrai qu'on a absolument besoin d'un VUS. Il y a de la place en masse dans une Sentra. Voilà. Fait que oui, moi, c'est un produit que je considérerais sérieusement dans ce segment-là, à moins, bien sûr, que vous ayez des demandes plus spécifiques comme les 4 roues motrices, etc., etc. Claude Letendre qui nous regarde. Salut, Claude. Claude, qui est un des organisateurs des voitures anciennes de Granby qui n'auront pas lieu cette année, malheureusement. Alors, vous ne pourrez pas voir la grosse brune sur place cette année, mais je vais essayer de sillonner les routes du Québec puis de brûler un peu d'essence pas chère parce que voilà. est capable de faire ça, la grosse brune. Hein? Oui, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on parle un peu de sécurité routière? Parce que il y a une vidéo qui circule depuis une journée ou deux d'une Toyota. Depuis hier, en fait. Depuis hier. D'une Toyota Supra de 4e génération qui clairement a été modifiée. Et c'est à Québec sur sur Henri Bourassa. Alors, vous avez probablement dû voir ça sur Facebook quelque part. Ça a fait les nouvelles également. On voit une Toyota Supra. Moi, j'ai l'impression que c'est une voiture importée du Japon, là, modifiée. La voiture part en vrille au moment où le conducteur accélère en fou sur l'autoroute. L'arrière décroche, coupe une voiture, on percute une Hyundai Elantra, on saute un parapet, on frappe une deuxième voiture, puis on va finir sa course dans un muret.
là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui avait envoyé un message à l'effet qu'il y avait peut-être eu un mort, mais je pense que c'est une rumeur. Je ne suis pas certain. Alors, je ne veux pas m'avancer sur qui a été blessé dans cette histoire-là. Mais chose certaine, j'ai pas le choix de condamner le geste. Tout à fait, parce que la route n'est pas faite pour ça. Cela dit, c'est une conséquence à un autre phénomène social qui est la fermeture des pistes de course. Leur fermeture et leur accessibilité qui est restreinte. Bien, tu sais, puis ça ramène... Ça, c'est sûr. Ça, c'est une chose, c'est garanti. Bon, de toute façon, on ne peut pas mettre ça sur le dos des pistes en ce moment parce que de toute manière, elles seraient fermées. On s'entend? Mais oui, on ferme des circuits. Pont-Rouge est menacé. Saint-Eustache, c'est terminé. On sait, bon. Il y a Robert Danjou ici qui dit qu'il y a eu un blessé mineur. Une chance. Bon, une chance que c'est juste ça. C'est un miracle parce que si vous regardez la vidéo, ça fesse. frappe. Oui, ça fesse. Mais moi, je trouve ça aberrant. Puis je veux dire, je veux pas juger parce que je connais pas tous les éléments, je connais pas le conducteur de la voiture, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que on met dans les mains de jeunes conducteurs de 16-17 ans des bombes de 400-500 chevaux. C'est facile de le faire, il n'y a pas de restriction là-dessus. J'ai pas la solution pour dire comment est-ce qu'on pourrait limiter ou réglementer cette chose-là. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'étant jeune, ayant cet âge-là, à 16, 17 ans, 18 ans, j'étais un jeune délinquant sur la route. J'en ai eu des contraventions, j'en ai fait des conneries. Il m'est jamais rien arrivé, j'ai pas eu d'accident. Attends un peu. Oui, ouais, touche du bois, c'est ça le maladie? Voilà, c'est fait. C'est fait. Mais je le faisais avec des voitures qui avaient 80 chevaux, 100 chevaux, 105 chevaux. Et là, il y a une énorme marge avec une Toyota Supra qui a été visiblement modifiée à fond. Tu sais, puis je veux dire, on a conscientisé les automobilistes plus aujourd'hui. Quand moi, j'étais jeune, puis là, j'aimerais ça que Barrette soit assis à côté de nous autres pour nous raconter. Bon, vous n'auriez pour 2 heures, là, c'est une autre affaire. Mais je suis quand même rassuré que tu sois assez vieux pour dire dans mon temps. Oui, voilà. Alors, dans mon temps, au milieu des années 90, quand je commençais à conduire, on faisait les fous avec une Jetta 82, une Tercel 4x4, une Fiero à moteur 4 cylindres. Écoute, là, des grands crus, là. Et je veux dire, on en a fait des conneries. On a tellement été chanceux, mes amis et moi, là, il nous est jamais rien arrivé. Puis quand on pense à ce qu'on faisait aujourd'hui, on fait, écoute, ça n'a pas de bon sens, c'est miraculeux. Mais il en demeure pas moins que ce kid-là, ou le conducteur de cette voiture-là, qui est parti en vrille, ne connaissait pas sa voiture, roulait avec une bagnole hyper puissante dans des conditions où on partage la route avec un paquet de monde. Et il arrive ce qui arrive. Et il faut quand même rappeler qu'on est en début de saison, que tout l'entretien des routes a été repoussé, reporté. Ouais, il y a encore de la petite roche, là, puis de la poussière, il y en a en masse. C'est très glissant, là. Donc, c'est pas étonnant que cette voiture-là ait perdu le contrôle, finalement. Là. Mais encore faut-il être conscient de ce qu'on conduit, puis on modifie des machines aujourd'hui à des niveaux qui n'ont pas de bon sens. C'est inconduisible, ces voitures-là. J'en ai conduit, moi, des voitures importées du Japon. On a mis 200-300 forces de plus, des turbos, ce que tu voudras. C'est pas conduisible. Puis ceux qui ont la quête à la puissance absolue, mais qui ne réalisent pas que la voiture n'est pas capable de le prendre ou n'est pas conçue pour le voir. Tu vas me dire qu'une Supra, c'est capable de prendre de la puissance, mais je veux dire, si tu rajoutes 400 chevaux à ton moteur, mais que tu ne touches pas au frein, ça te donne rien, là. T'as une voiture qui est carrément dangereuse. Bref, je veux pas tomber, je veux pas être moralisateur là-dedans, mais ce gars-là, ou le conducteur, parce que qui sait si c'est pas une fille, ça, je ne sais pas, là, la personne qui conduisait cette voiture-là va vivre avec ses conséquences lourdes. Elle a été filmée. Ça veut dire que la compagnie d'assurance ne paiera pas pour les dommages de son auto, c'est clair. Ça veut dire qu'il va y avoir une contravention de conduite dangereuse. Je veux dire, ça va coûter très, très, très cher. Là. Il risque d'avoir une perte de permis de conduire et bon, tout ce que tu voudras. Alors, je ne sais pas quelles vont être les conséquences totales. Là. Il y en a un qui dit qu'il y avait des pneus finis en plus, des pneus chinois sur une Supra. Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est certain que ce n'est pas des conditions qui sont favorables. Non. À la tenue de pas d'accident, finalement. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, quand on met la main sur une voiture comme celle-là,
faut apprendre à composer avec elle. Faut savoir que ce genre de bolide-là est capable du pire. Tu prends pas une Dodge Viper puis tu pars avec le pied dans le fond au premier point, sinon c'est certain que tu as peur. Et c'est ce genre de voiture-là. Même une Mazda RX-7 d'origine, les FD, là, les modèles de dernière génération, ça a 255 chevaux. Ça t'avertit pas, puis ça décroche, puis la première chose que tu sais, c'est que tu es dans le mur. Avec une Supra comme ça, de 320 chevaux, qui a peut-être été modifiée à 450-500 chevaux dans ce cas-là, et plus, je veux même pas savoir comment ça se comporte. Surtout avec des pneus gonflés, avec un stance au niveau des roues qui écroche. On le voit un peu là, sur les images. Parce que la question d'entretien et de modification est non négligeable, là, parce que c'est une chose d'acheter cette voiture-là, c'est une autre de la modifier, mais encore faut-il, après ça, assumer l'entretien et les réparations nécessaires, parce que c'est loin d'être un véhicule neuf, là, une Supra de 4e génération en plus, là. Ben, par rapport au tien, c'est pas pire. Ah, c'est récent, on est d'accord. C'est ça. Puis je veux juste ajouter une chose. Moi, à partir du moment où on a accepté de l'importation de véhicules avec conduite à droite au Québec, j'ai été un des premiers à dire que ça n'avait pas de bon sens. Et ça a pris un certain temps avant que le gouvernement intervienne. Mais encore aujourd'hui, je trouve ça carrément dangereux. Parce que moi, j'en connais pas bien des gars de 60 ans qui ont 30-35 ans d'expérience de conduite, par exemple, et qui conduisent des voitures de ce genre-là. Ce sont tous des jeunes qui ont tripé sur des consoles de jeux vidéo puis qui aiment un modèle X ou Y, une Toyota Saurer ou nomme-la, qui vont mettre la main sur des bagnoles comme ça à 16 ou 17 ans. Tu n'as pas d'expérience de conduite. Tu conduis une voiture dont le volant est au mauvais endroit. Tous tes angles morts ne fonctionnent pas parce que la formule ne marche pas. Ouais. En plus, tu as de la puissance à outrance en dessous du capot. C'est un cocktail extraordinaire pour être certain de ramasser un poteau ou n'importe quoi d'autre dans un temps record. Alors, je suis content, moi, qu'on ait décidé de légiférer et de ne pas accepter l'importation de ces véhicules-là à partir de maintenant. Je suis moins content qu'on soit si sévère au niveau des modifications, par contre, parce que ça, c'est un autre... Tu vas me dire que c'est un autre dossier. Tout à fait. Mais tu sais, encore cette semaine, j'ai un ami qui a voulu passer une voiture à l'inspection. La voiture en question, c'est une Mustang 1986 qui sortait d'origine avec des freins à tambour à l'arrière. Et là, il a modifié. Des freins à disque il a pour été améliorer la sécurité. Voilà, et ça passe pas à l'inspection parce que l'auto n'est pas d'origine. Mais personne ne se rend compte que la sécurité a été améliorée par cette modification. Exact. Ben oui, on s'en rend compte, mais on lit ce qui est écrit dans le livre. On n'applique pas la logique, on applique le règlement. Oui. Alors, ça, c'est une autre beauté. Question du public? Oui, vas-y, un petit peu. Moi, je vais prendre une gorgée d'eau parce que le climatiseur de la grosse brune n'est pas en fonction. Mais il fonctionne, par exemple. Mais pas là. Non, c'est ça. Première question, on a Yves qui a acheté une Pontiac Catalina 1971 en Ontario. Premièrement, bel achat. Et sa question, c'est... Il y en a un qui dit le service au volant. Ça, là, ça, c'est très drôle. Puis, hey, je te coupe, Germain, parce que je raconte une histoire. Alors, on a un de nos collègues, Vincent Aubé, que vous connaissez peut-être, qui, lui, possède depuis... il a vendu la voiture récemment, mais possédait une Mitsubishi Evo One, Lancer Evo One. Oui. On avait fait un road trip ensemble du côté de l'Ontario et on s'est retrouvés aux lignes américaines dans la région de Niagara-on-the-Lake ou Niagara Falls. On se retrouve aux lignes américaines, mais évidemment, tu arrives devant le douanier. Lui, il est de l'autre bord. Le douanier, il est ici. Et le douanier américain, lui, de voir une voiture comme ça, oups, c'est une importation du Japon, il y a une taxe à appliquer là-dessus, tu sais qu'il n'a jamais traversé. Ah non! Ça a été un cauchemar, là, cette histoire-là. Ça a été l'enfer. Pour expliquer aux douaniers américains en Ontario qu'un gars du Québec conduit une voiture avec la conduite à droite qui est illégale aux États-Unis, ça a été sérieusement compliqué. C'était beaucoup de nouveautés pour ce pauvre gars. Oui, voilà. Alors, oui, reviens à ta question. Oui. Donc, on a Yves qui a acheté une Pontiac Catalina 1971, mais la voiture est en Ontario. Quelle est la procédure pour importer cette voiture-là et l'immatriculer au Québec? Bien, en fait, c'est pas compliqué. D'abord, ça va vous prendre deux choses. Cette voiture-là doit passer une inspection mécanique parce qu'elle vient d'une autre province. Ça, vous faites ça chez un mandataire de la SAAQ. Il y en a
plusieurs au Québec. Choisissez-le. Oui, Il y en parce a qu'il qui y en a sont un qui- peu plus têtus que Voilà. d'autres. Et je me permets de vous nommer Joliette Chrysler, qui a un centre d'inspection où je les ai trouvés complètement zélés. Alors, peut-être pas aller là, puis aller dans un endroit qui est... Je me permets de nommer celui-là parce que moi, j'ai amené un véhicule là-bas une fois et vraiment, le type... Écoute, on m'a reviré de bord parce qu'il manquait des capuchons sur mes valves de pneus, là. Oui, oui, oui. Comprends-tu? Voilà. Alors, c'est ça. Il aurait pu te les fournir, là. Bon, à rigueur, j'aurais pu aller les dévisser sur un véhicule dans le cours, mais non, fallait que je parte, que je revienne, que je paie un autre 96 piastres. Ouais, Voilà, ouais. voilà, Fait que parce ridicule qu'on de fait- même. On cache-in 2 fois, là. Bon. Donc, ça prend une inspection mécanique. Évidemment, si la voiture passe pas, il faut faire les réparations pour pouvoir les matriculer. Mais il va aussi falloir avoir une évaluation de la voiture au niveau monétaire pour Et pouvoir... l'inspection, grosso modo, là, c'est aucune rouille perforante, que les freins soient fonctionnels, les clignotants, les essuie-glaces, que le frein à main soit fonctionnel aussi. Ouais. Tous les éléments de sécurité. Puis, soit dit en passant, moi, je me souviens d'une fois, là, je recule à plus de 20 ans, là, mais moi, j'avais passé une voiture à l'inspection que j'avais achetée en Ontario. Le système anti-pollution était complètement défoncé. Mais complètement. OK? Ça a passé comme dans du beurre. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai juste le mot anglais, les hoses, excuse-moi. Les tuyaux. Oui, les hoses de frein, là. Oui. Pardon. Le caoutchouc qui recouvre ça, c'était craquelé. Et la personne n'avait pas aimé ça, fait que ça a pris 4 pièces pour les 4 coins. Que j'ai dû remplacer. Fait que des fois, il y a une disparité entre ce qui est logique et ce qui ne l'est pas. Et le jugement varie d'un inspecteur à l'autre. Oui, et je me permets, tant qu'à faire, tandis qu'on est là-dedans, tout récemment, j'ai passé un véhicule à l'inspection chez Longueuil Mazda. Un véhicule qui, encore une fois, venait de l'Ontario. Et là-bas, ils ont été très efficaces. Il y avait une petite affaire qui ne fonctionnait pas. Garde, change l'ampoule, merci, ça va être fait. On te le passe pareil. Ils ont été très, très, très gentils. Alors, merci aux gens de Longueuil Mazda. J'ai oublié le nom de la personne, mais enfin, bref. Donc, il y a des centres où c'est peut-être un peu plus compréhensif que d'autres. Puis ça, c'est un coup de dé à chaque fois. Il y a quelqu'un qui posait la question en passant, qu'est-ce que tu penses des pellicules protectrices de capot? Oui. Moi, là, il y a des compagnies comme Protex, Oui. pour ne nommer que celle-là, là, qui vendent ça. C'est découpé au laser, c'est fait pour votre voiture. Non Ça seulement paraît pas. Non seulement ils te le vendent, mais ils te l'installent, là. Ah, c'est vendu, c'est installé, c'est garanti. Pour moi, tu t'achètes un véhicule neuf au Québec que tu veux rouler à l'année, tu te casses pas la tête, tu installes ça. Merci. Et j'ai installé ça récemment sur ma Honda CRX. En fait, je vais l'installer prochainement sur ma Honda CRX et je vais sûrement faire quelque chose en vidéo avec ça pour vous montrer à quel point c'est efficace comme produit. Et moi, la gang de Protex, je les ai vus appliquer ces pellicules-là sur des voitures très rares et très chères, comme une Ferrari, la Ferrari. Là. Donc, oui, c'est ça. C'est pas des gars de fond de cours, là, en guillemets. Non. Puis ça prend un œil de lynx pour voir que ça a été fait sur l'auto. Tout à fait. Tu sais, vous avez peut-être vu les récentes émissions de OB Prestige, là, donc Olivier Benloulou, là, qui fait du drag race contre des gens. Ouais. Je sais que lui, ses voitures qui circulent l'hiver, elles sont râpées à la grandeur. C'est le cas de sa Rolls-Royce Wraith. Écoute, c'est à peu près impossible de le voir. Alors, oui, je pense que c'est une très bonne affaire. Ça coûte 300-400 $ pour faire une partie du capot. Un devant complet, on parle de 12, 15, 1800 selon le véhicule. Puis la voiture au complet, à peu près 3000. Mais c'est une protection. Là, vous protégez votre véhicule. Le jour où vous voulez le retirer, vous le retirez. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Ça abîme pas la peinture, rien du tout. Là. Alors, voilà. Alors, pour l'inspection de la Catalina, je reviens là-dessus. Donc, ça prend une inspection mécanique, ça prend une évaluation aussi pour les taxes à l'immatriculation. Donc, vous allez voir un évaluateur. Je me permets de plugger mon ami Pierre Grenon de PG Évaluation, mais il y en a un paquet d'autres. Ça prend ça aussi, même si on achète un véhicule ancien du Québec. Oui, c'est ça. Alors, n'importe quel véhicule qui a plus de 25 ans, ça vous prend une évaluation pour pouvoir l'immatriculer à la SAC. Ça, c'est un règlement qui est là. La zone grise se situe entre 10 ans et 25 ans, où là, ça ne prend pas d'évaluation.
Pas C'est du tout. basé sur le montant... De la transaction. Le montant Ouais. annoncé de la C'est ça. transaction. Voilà, exactement. Voilà. Donc, deuxième question, Mhm. Alain qui envisage l'achat du Silverado à moteur turbo-compressé à 4 cylindres, famille de 4, travaille dans la construction. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Ben, moi, c'est pas... Je l'ai conduit aussi, c'est pas génial et c'est pas une formule qui est adaptée à un pick-up pleine grandeur. Moi, c'est un moteur que je mettrais, par exemple, dans le Blazer. Oui, Là, ça va bien. Mais dans un camion pleine grandeur comme ça, d'abord, vous allez avoir assez de misère à revendre ça. Je peux pas dire que ça manque de puissance. Je peux pas dire que c'est vraiment... Tu sais, si vous remorquez rien, ça va. Faites pas travailler ça, ça va consommer plus que le V8. Ça, c'est sûr, en partant. Mais on ne connaît pas la fiabilité de ce moteur-là. Il y a des turbocompresseurs. Ça nécessite idéalement, je dis, préférablement, il faut rouler ça au super. Tu sais, puis c'est un moteur qui est un petit peu râleux dans un gros camion comme ça. Puis du moment qu'on le fait travailler, ça se plaint un peu. Il n'y a pas un manque de puissance flagrant. Il y a un couple à bas régime qui est intéressant. Mais tant qu'à aller là, moi, je choisirais, par exemple, un moteur Pentastar V6 dans un Ram ou le V6 2.7 EcoBoost qu'on a dans le Ford F-150, qui va vous offrir un bien meilleur rendement. Vous allez revendre ça plus facilement, à mon avis. Puis chez GM, c'est plate, mais dans les petits moteurs, on ne l'a pas. À part le diesel Duramax, qui est un moteur sinon, très intéressant. Le 6 cylindres atmosphérique, Voilà, on oublie ça. Le 4.3 dans un GM, on oublie ça. Non. Ça date de Mathusalem. Et ce 4 cylindres-là, c'était une bonne idée sur papier. Oui. Mais moi, je connais pas grand monde qui veut avoir le son d'une Chevrolet Cruze dans un Silverado. Puis les sensations mécaniques qui cadrent pas avec... Ça cadre pas. C'est pas adapté du tout. Alors non, j'achèterais pas ça. J'achèterais pas ça, tout simplement. Je choisirais une autre mécanique. C'est assez clair. Puis, tu sais, moi, c'est chez GM, c'est le 5.3, le 6.2 ou le Duramax diesel que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est un moteur qui m'a impressionné. Parce que les deux V8, eux, franchement, il n'y a pas grand-chose. Non. Ça, c'est les meilleurs V8. Oui. C'est point final, c'est les meilleurs V8 du segment. Meilleur que le 5 litres de Ford. Puis j'oserais dire meilleur que le MI de Chrysler, qui est aussi un bon moteur, mais bon, on arrive tranquillement enfin, là. Tu sais, tout le monde utilise un 5.3 litres pour adapter ça dans d'autres véhicules. On sait que c'est indestructible. C'est vraiment, vraiment une bonne machine. Quelqu'un qui me dit qu'est-ce que je pense de la GTI, j'adore. Pas plus compliqué que ça. C'est encore une des rares Volkswagen qui offre un vrai plaisir de conduire. Et on a eu des détails quand même un peu sur la 8e génération. Ouais. On avait parlé ensemble. Donc, augmentation un peu de la puissance. Et on avait revu un petit peu le châssis, là, justement. Donc, elle est encore plus rigide qu'elle l'était auparavant. La boîte manuelle demeure. Donc, les sièges... C'est 40% des acheteurs qui choisissent encore la manuelle dans une GTI. Oui, donc c'est une très forte proportion. Puis chez Volkswagen, on ne l'a pas oublié parce que, justement, on continue de proposer la boîte manuelle. Donc, et les sièges carottés aussi sont encore là. Yes. Donc, voilà. Il y a Jean-Noël qui mentionne être très satisfait de son moteur 2.7 EcoBoost dans son F-150. Moi, c'est un moteur que j'aime beaucoup. Vraiment, autant le 3.5 EcoBoost chez Ford, on a eu des ratés de fiabilité au début. C'est un moteur qui consomme beaucoup quand on le fait travailler, mais le 2.7 EcoBoost, pour ceux qui ont des besoins un peu moins élaborés puis qui veulent avoir une bonne mécanique, c'est un moteur que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Dernière question, on a Nathalie qui demande si, tout simplement, si c'est un bon moment pour acheter un véhicule neuf. Ben, c'est-à-dire que les concessionnaires veulent liquider leurs inventaires. En même temps, l'approvisionnement à moyen terme risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il y a des véhicules qui n'ont pas été bâtis. Alors, tu sais, moi, je parlais avec un représentant de chez Audi tout récemment. Il me dit, c'est pas compliqué. Il dit, là, on vend les Q3 qu'on a en ce moment. Puis après ça, les prochaines livraisons, ça va être septembre, octobre. On n'aura pas entre ça parce que on a arrêté d'en produire. Alors, il y a des commandes qu'il a fallu annuler. C'est sûr qu'il y a des véhicules qui sont plus faciles à mettre la main que d'autres. Là, des véhicules à grand volume pour lesquels il va rester peut-être des 2019 et des 2020 en masse. Ouais. Et on sait qu'il va y avoir des 2021.
Ben là, ça peut être une bonne idée parce que, et on peut même profiter d'un rabais substantiel. Il y a quelques offres, hein, d'ailleurs, qui sont déjà sorties de certains manufacturiers là, qui vont soit reporter les paiements ou offrir carrément les paiements. Là. C'est le cas de Kia pour les six premiers mois. C'est quand même un incitatif non négligeable. Là. Mais tu sais, moi, pelleter par en avant, c'est pas toujours la meilleure solution. Tu sais, tu finances une Kia sur 6 mois, sur 7 ans, sur 7 ans, 8 ans, puis on dit que les 6 premiers paiements, on te permet de les repousser à la fin. Ou là, attends, là, déjà que tu es en équité négative pendant un bon bout de temps. Là, il y a quelqu'un, Renato, qui nous demande de chanter du Boyz II Men, toi puis moi, là. Ah, ce sera pas possible. Non? Non. I'll make a love to you, ça marche pas? Non, OK. Il y a quelqu'un qui dit mon Venza 2010 va-t-il perdre de la valeur avec la venue du nouveau modèle? Ben, non, 2010. Il n'en prendra pas non plus. Il n'en prendra pas, non, c'est ça. Le 2010 a déjà eu une bonne dépréciation. Vous êtes déjà chanté, vous êtes déjà chanceux si vous l'avez encore parce que c'était très volé. Là, Renato revient à la charge, il veut qu'on chante du Boyz II Men. Ben, vas-y. Mais j'en sonnais pas. I'll make a love to you, c'est tout. Ah, bon, OK. J'en connais pas d'autres. C'est déjà trop. Je n'ai pas beaucoup écouté de Boyz II Men dans ma vie. Ah, il dit merci. Bon, voilà. Il est heureux. C'est ça qui est important. Un autre client satisfait. Donc voilà. J'ai perdu le fil. On parlait de Kia qui offrait le report de paiement ou le paiement... Est-ce que c'est un bon moment? Tu sais, il faut se poser la question. C'est sûr qu'il va y avoir des rabais, les concessionnaires vont être parlables, mais en même temps, faut qu'ils fassent leurs frais, là, les concessionnaires. Donc, ils feront pas tout pour se mettre dans la rue. Déjà que ça a été difficile pour eux pendant les derniers mois. Puis que le mois de mai, juin, juillet, juillet peut-être un peu moins, mais mai, juin, c'est des mois super importants. On veut faire des sous, on veut être capable de rentabiliser ça. Et donc, puis c'est ça, il y a Patrick qui dit, moi, reporter des paiements, j'appelle pas ça un rabais, je suis 100% d'accord. Reporter des paiements, c'est pelleter par en avant. Mais chez Kia, on offrait pas de reporter les paiements comme d'autres constructeurs, mais simplement d'annuler ces paiements-là. Là. Donc, c'est l'étape de plus du report de paiement. Oui, c'est ça. Fait que ça, bon... L'autre point qu'il faut apporter, c'est est-ce que c'est le bon moment pour changer de véhicule? Ben, si vous avez un véhicule qui est payé et qui fonctionne toujours bien, on revient toujours à ça, je le sais, mais c'est pas nécessaire de le changer en ce moment. Là. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Tu sais, oui, on peut acheter un véhicule neuf, il va avoir des bons rabais. Oui, le véhicule d'occasion qu'on veut donner en échange, il est intéressant parce qu'il va manquer de véhicules d'occasion sur le marché très prochainement. À l'encan, on se bat pour acheter des véhicules, ça n'a aucun bon sens, à des prix qu'on n'a jamais vus. Donc, c'est certain que le prix des véhicules d'occasion va augmenter. Il va falloir attendre quelques semaines, quelques mois avant de voir comment tout ça va prendre place. Comment il va y avoir une équité entre le manque à gagner des usines qui n'ont pas fabriqué de véhicules, les inventaires des concessionnaires qui sont pleins, les véhicules commandés qui ont été annulés, les véhicules qui traînent dans les gares de triage qui n'ont pas encore été acheminés aux concessionnaires. Comment tout ça va se placer? J'ai bien hâte de voir. C'est sûr qu'il y a des véhicules qui vont être super en demande. Qui vont garder une valeur incroyable. Il n'y aura pas de rabais, il va y avoir de la surenchère peut-être même. Il y en a d'autres, ça va être tout le contraire. T'sais, moi, je pense à un Dodge Durango, on en a fabriqué, il entraîne partout. OK, il va y avoir des rabais là-dessus. Et même le Buick encore, là, par exemple, là, tout le monde va vouloir se jeter probablement sur la nouvelle version, là, encore GX, mais il reste encore plein de... pas moi. Non, pas moi non plus, mais le consommateur moyen, oui. Mais il reste encore plein de... Un 3 cylindres turbo. Oui, ça, c'est génial. C'est une formule géniale. J'aime ça. Donc, ma peau est en train de coller sur la cuirette et le plastique. Je m'excuse, j'ai pas pris l'option des banquettes de velours à la 3e rangée. Je ne l'ai pas pris, celle-là. Ni la banquette climatisée. Hein? Oui, c'est ça. Fait que, il y a David qui demande une Kia Soul pour une étudiante. C'est-tu un bon choix? Super choix. Une Soul, c'est une bien bonne machine. Ça se vend bien. C'est le seul véhicule de ce segment-là qui a réussi à passer à passer l'épreuve du temps, d'ailleurs. Puis, bon, les mécaniques qu'on a ici au Canada sont toutes bonnes. Aux États-Unis,
États-Unis, moi, j'ai pu essayer une version turbo. Le turbo m'a sauté d'en face après 2 jours. Mais on ne l'a pas ici. Ouais. Mais vraiment, oui, c'est une très bonne machine. Autant la version essence que la version électrique. Allez-y haut la main. Je vous dirais peut-être que si vous regardez un modèle usagé, la première génération, ça vieillit plus vite. Oui. En bas de 2014, non. Là, la finition et les problèmes mécaniques, on en a eu. Il y a eu des problèmes avec les 2 litres aussi sur des modèles un peu plus récents. Oui. Mais ça, on a réglé le problème chez Kia, on les change, puis voilà, là, c'est pas plus compliqué que ça. Puis il y a quelqu'un qui me demande si j'ai encore mon RAM. Oui, mais non. Oui, mais non, voilà. Alors, parce qu'il dit, je me souviens que tu avais changé ton Frontier pour un RAM. Alors, non, je n'ai plus le RAM 2018 Sport que je m'étais procuré. Je l'ai revendu à un ami. J'avais plus de pick-up, mais je me suis rendu compte que j'utilisais un pick-up pour des basses besognes et que je voulais pas abîmer mon camion quand il était neuf. Alors, je me suis acheté un autre RAM, effectivement, mais celui-là est un peu plus vieux et c'est pas grave si je fais des graphiques dessus. Disons que c'est un modèle un petit peu plus âgé. Pour vous donner une idée, c'est un RAM avec un V8, mais une boîte manuelle. Alors, faites le calcul, quand est-ce qu'on a arrêté de faire des manuels dans des RAM V8 4x4 quad cab, vous allez avoir à peu près la réponse. C'est pas mal ça. Ça fait le tour. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis, je vous invite évidemment à nous écouter sur Cube Radio ce week-end. Samedi 10h, on va avoir le porte-parole de Toyota Canada qui va être avec nous pour parler davantage de la Sienna et du nouveau Venza qui vient d'être annoncé. Puis, visitez le site guideautoweb.com pour du contenu. Ma page Facebook, ma page YouTube, Auto Joubert. Toi, tu as ta page Facebook aussi, Germain. Bref, on se promène, on s'amuse et puis voilà. Puis là, c'est le temps de partir dans le climatisé ou d'ouvrir les portes parce que il fait chaud dans la Grosse Brune. Salut tout le monde! Je te le confirme. Bonne semaine!